compte de leur réponse, Maître Moussa Félix Sow. Après être battu sur le plan national sur l'ensemble des procédures, Karim Meïssa Wade et consorts s'évertuent à porter le débat au niveau national, international pour gagner la bataille d'opinion internationale. Mais nous pouvons vous dire que de ce point de vue, l'État du Sénégal est tout à fait prêt à répondre chaque fois que de besoin. Le groupe de travail qui a promis de réexaminer le dossier du Sénégal. Ces avocats qui ne peuvent comprendre que pour la première fois, ce groupe de travail donne un avis sans examiner la réponse de la partie adverse. Ils sont allés pour un seul but. Maître Yérim Thiam. Nous avons voulu montrer au groupe de travail que lorsqu'il a donné son avis en avril dernier, il avait violé les règles de procédure de ses propres méthodes de travail. En attendant la suite que le groupe du travail sur les détentions arbitraires va donner à la requête des avocats de l'État du Sénégal, ce dernier précise que son avis n'est plus d'actualité puisque dans ce dossier, on a dépassé la phase de détention et qu'on en est actuellement à la phase d'emprisonnement. Et puis, Salif Kébessar, vous sachez que sur l'affaire Karim Wade, la Cour suprême se prononce aujourd'hui sur le recours en annulation introduit par ses avocats pour récuser la nomination du substitut du procureur auprès de la CREI, Félix Antoine Diome. Et selon la tribune, ses avocats entendent boycotter l'audience de ce matin. Parlons de cet autre procès, le procès de Hissène Habré qui reprend aujourd'hui après l'audition hier du premier témoin, Arnaud Dinga Madji, de nationalité tchadienne, qui a évoqué devant la Cour des chambres africaines extraordinaires le contexte historique et politique dans lequel se sont déroulés les événements qui valent à l'ancien homme fort de N'Djamena de comparaître devant les chambres africaines extraordinaires. Compte rendu d'audience Abdelaziz. Historien de formation, l'expert Arnold Dingamadji a présenté son rapport sur la situation politique et historique du Tchad, un rapport qui se résume à 4 parties. Il est revenu sur les 2 guerres au nord de ce pays ayant plongé le Tchad dans le chaos. Dans ce rapport, il explique la politique menée par Habré à l'égard des populations sud du pays, notamment les Hadjaraï. Il déclare que la répression contre cette population a commencé en 1983 avec des arrestations, des massacres, entre autres actes de torture. Ce rapport montre aussi la relation qu'entretenait Habré avec les opposants. Plusieurs personnalités ont été arrêtées en 1988, témoigne Arnold. Répondant aux questions de la partie civile, l'expert révèle qu'Habré est loin d'être ce héros, ce panafricaniste, comme l'a toujours représenté les puissances étrangères, celles-là qui l'ont toujours appuyé pour faire face à la menace que représentait la Libye. Au parquet, Arnold dira qu'au temps de Habré, il n'y avait pas au Tchad une institution qui s'occupait de la question des droits de l'homme, comme cela a toujours été en Afrique. Maître Mbaïsek, avocat de la défense, estime que si ce n'était pas Habré, le Tchad n'allait pas devenir ce qu'il est aujourd'hui. Selon lui, Habré s'est dressé contre les groupes armés pour empêcher la Libye d'annexer le Tchad. Et puis, je vous le disais en titre, la paralysie de la commune de Pikine-Ouest par des agents municipaux de l'hôpital Dominique a fini d'exaspérer les conseillers municipaux de la commune. Hier, ils sont montés au créneau pour dénoncer cette situation. Ils chargent le maire de la ville qui, selon eux, ne fait absolument rien pour tenter de débloquer la situation. Ils en appellent à la diligence du chef de l'État. Sambassar est conseiller municipal. Je vous propose de l'écouter avec Younoussa Baldé. Aujourd'hui, la situation est que nous sommes en train de voir, moi, je ne suis pas de l'APR, mais il est désolant de voir aujourd'hui qu'au sein même de l'APR, il y a certains problèmes qui ne peuvent pas être réglés à leur niveau. Et c'est dommage. C'est pas normal aujourd'hui que les populations subissent tout cela. Mais ce qui est évident, simplement, c'est qu'on a vu les cas de la ville de Dakar, on a vu les cas de la ville de Rufisque, où les différents maires de ville ont pu trouver des solutions par rapport à une situation donnée. La situation, elle est très simple. Les centres de santé, vu les charges salariales, ce n'est pas à la portée des communes. Il va falloir qu'il y ait des solutions avec les maires de ville, ce qu'ils appellent l'intercommunalisation, je crois. Pourquoi à Pikine, ce n'est pas possible? Et ce problème a perduré, parce que ça dure maintenant plus de 3 mois. Déjà, notre commune est bloquée. C'est tout un problème qui est là. Maintenant, l'État est interpellé au premier degré. L'acte 3, c'est un règlement qui est bien précis. Mais l'acte 3 aussi, ça demande quand même un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et puis des accusations réfutées par le porte-parole du maire de Pikine. Selon Matar Diop, Abdoulaye Timbo fait de son mieux pour qu'une solution soit trouvée à cette situation. Pour le 3e adjoint au maire de Pikine, il n'y a aucun différent politique entre Pape Gorgudang et Abdoulaye Timbo. Les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis, qui ont été licenciés depuis 3 ans par la direction de la structure sanitaire, continuent de réclamer leurs indemnités de licenciement qui se chiffrent à près de 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
Une affaire que le tribunal avait jugée en leur faveur et c'est pour cette raison que, regroupés derrière leurs responsables syndicaux, ces travailleurs ont décidé de relancer le dossier pour rentrer dans leur fonds. Sid Gandiaï, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal FGTS, venu inaugurer leur nouveau siège, a mis à profit cette rencontre pour porter leur voix. Je vous propose de l'écouter avec Babacar. Une trentaine de travailleurs, depuis des années, ont été licenciés. Ils ont suivi la procédure normale, ils sont allés au tribunal. Le tribunal a condamné l'hôpital à payer 100 millions de dommages et intérêts à ces travailleurs, considérant que le licenciement est abusif. Donc nous sommes là pour véritablement transmettre ce dossier à la nouvelle direction de l'hôpital pour que l'hôpital puisse commencer à payer les travailleurs qui sont rentrés dans leurs droits. Nous donnons un mois en tout cas à l'administration de l'hôpital, faute de quoi nous allons nous mobiliser, en tout cas pour lutter pour respecter la loi. Parce que nous ne pouvons pas admettre que dans notre pays, le Sénégal, ils se réclament pays de droit. Chaque fois que les travailleurs gagnent des procès devant les tribunaux, les patronats est condamné, l'employeur est condamné, les travailleurs n'arrivent pas à rentrer dans le droit. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à ce que les autorités de l'État fassent en sorte que si les travailleurs gagnent leur procès, vraiment qu'on le fasse dans le règle de l'art. Quand vous devez de l'argent à l'État, vous êtes poursuivi, vous êtes mis arrêté, mis en prison. Donc quand les structures étatiques violent la loi, il faut que l'État puisse être justifiable et qu'on puisse véritablement régler. Vraiment, nous sommes déterminés à ce que dans la région de Saint-Louis, que les gens respectent le droit du travail. Nous sommes à un peu moins de 2 semaines de la Tabaski. Les moutons se font encore rares à Dakar. Les points de vente ne sont pas encore bien approvisionnés. Ce qui inquiète ces Sénégalais, surtout les Dakarois. Mais certains estiment qu'il y a quand même une coïncidence à quelques jours après l'Aïd el-Kébir avec la rentrée des classes, ce qui risque de gréver leur économie à cause des grosses dépenses auxquelles ils devront faire face. C'est un reportage de Gourandakli. À moins de 2 semaines de la fête d'Aïd el-Kabir, les pères de famille s'inquiètent de la rareté des moutons. Et la jument sur John et Pape Malick Mbaye sont des chefs de famille. Nous n'avons pas encore vu de moutons comparés aux années précédentes. Rien n'est encore sûr. La vie est chère, vraiment. Et si l'État pouvait nous aider, ça ira mieux. Une fête de Tabaski qui coïncide avec la rentrée des classes, un lourd fardeau pour ces chefs de famille. Mouhadija. J'ai pas encore de moutons. La vie est difficile ici et nous sommes des retraités et c'est vraiment dur pour nous. À l'approche de la Tabaski, les points de vente des moutons sont encore déserts, une situation qui fait peur aux Sénégalais. Et puis, sachez que certains vendeurs de moutons sont déjà installés sur les 2 voies de Liberté 6, mais sont sommés de quitter ces lieux d'ici 11 heures ce jour. Ainsi en a décidé la municipalité de Grand Yoff. Ces derniers disent ne pas comprendre l'attitude du gouverneur qui, après avoir interdit toute vente sur cette artère, revient pour signer un autre arrêté d'autorisation sans que la municipalité ne soit informée. Une attitude que déplorent les autorités municipales. El Hadj Omar Gueye est le chef de service technique de la mairie de Grand Yoff. Le voici avec Alassane Baldé. Jusqu'à présent, nous considérons que cette bande-là est occupée illégalement parce que nous avons reçu le 5 août un arrêté du gouverneur disant que cette bande-là est interdite à la vente de moutons pour la Tabaski. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, avec satisfaction, nous avons vu des éleveurs qui ont un autre arrêté de ce même gouverneur-là. Et là, nous considérons que c'est un manque de respect notoire vis-à-vis du maire de la commune de Grand Yoff, vis-à-vis de la population de Grand Yoff. Parce qu'on ne peut pas, en fait, aménager cette bande-là pour avoir un cadre de vie beaucoup plus meilleur et que, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être de Tabaski ou autres, autoriser des éleveurs pour venir, en fait, occuper de façon inoccupée comme ça cet espace, alors que la population de Grand Yoff n'en veut pas. Nous n'en voulons pas de cette occupation anarchique. C'est pour cela la mairie va se charger de nettoyer cette zone-là. Et nous ne laisserons aucune personne occuper cette zone de façon anarchique parce que nous l'avons nettoyée pour la population de Grand Yoff. À quelques jours de la Tabaski, le commerce est au ralenti dans les communes jumelles de Diamaguène Sicap Mbao et Tivaouane Diacksao. C'est dans la banlieue de Dakar et Thiaroye Gare qui se partagent la station de pompage des eaux de pluie de Gouigui. Les fortes pluies qui sont tombées ces derniers jours sont à l'origine de ces difficultés. Les eaux venues d'un peu partout ont fait sauter la station chargée d'évacuer les eaux de pluie. Conséquence, les commerces sont fermés, le trafic interrompu et c'est toute une économie qui est au ralenti. Nous y reviendrons. Des populations de Bargny manifestent toujours leur désaccord face à l'implantation de la centrale à charbon dans leur localité.
Pour le maire de la commune, les aspects liés au respect des règles techniques justifient ce manque d'adhésion populaire à ce projet. Il s'est prononcé sur la question lors du démarrage de la campagne de reboisement initiée à Bargny. Guy Abou Ahmed Sek est le maire de Bargny. Le voici avec Sarah Métidienne Sek. On se rend compte effectivement que les populations et la mairie n'adhèrent pas et ne sont pas d'accord avec ce projet. C'est ce qu'elle a constaté de bonne foi. Et bien évidemment, j'aimerais aussi sur ça, il y a un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées. Nous avons nous-mêmes effectué nos relevés pour s'apercevoir que la règle de distance, notamment les marches de recul de 500 mètres, n'ont pas été respectées. Le processus de concertation et de consultation populaire, effectivement, a été un peu biaisé. Donc, entre autres, beaucoup de manquements et un comité technique a été installé à cet effet. L'État est là pour mettre des procédures et l'État est le premier aussi à respecter ces procédures. Donc, il n'y a pas du tout de difficulté. On s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait un certain nombre de manquements, comme ça peut arriver dans toute chose humaine par ailleurs. Et maintenant, on va s'asseoir chaque mois autour d'une table pour lever un par un les points qui font l'objet de discussions et de débats. Restons à Bargny où les autorités municipales ne veulent plus voir les dépôts d'ordures sauvages et s'aimer dans les 39 quartiers de la commune. Ces autorités ont initié des opérations de plantation d'arbres de toutes espèces dans les différents endroits publics. Les chefs de quartier et autres ASC sont mis à contribution pour assurer le suivi. Près de 800 arbres ont été plantés pour la première phase de l'opération. Correspondance, cher Améti Yansek. Après avoir débarrassé Bargny de ses ordures et autres dépôts sauvages, les autorités de la commune ont démarré un programme de reboisement. La commune compte 39 quartiers, lesquels sont divisés en 4 zones. Les populations sont impliquées à travers les chefs de quartier et les jeunes des associations sportives et culturelles. Le maire, Guy Abou Ahmed Sek. Nous sommes là aussi pour tirer les leçons. C'est dans le cadre d'une opération globale, Bargny Ville Propre, et nous lançons un appel pour que l'ensemble des populations, en tout cas, s'approprient de ce projet. Différentes initiatives ont été évoquées, le système de parrainage par des enfants, etc. Et nous allons poursuivre sur cette voie-là. Disons aujourd'hui qu'il y a des surveillants prépositionnés déjà qui vont poursuivre ce travail et avec les chefs de quartier, la sensibilisation qu'il va falloir faire. Plus de 800 arbres vont être plantés, 25 comités de salubrité sont mis à contribution. L'adjoint au maire, Waragana Sek, est la vice-présidente de la commission environnement. On a reçu 800 arbres, donc on a une dizaine de cocotiers qu'on va mettre ici dans la mairie. Mais nous avons aussi des mélinas pour les places publiques. Parce que c'est des arbres à croissance rapide. Et en 3 ans, ça devient un arbre de 4 mètres. Et la mairie a bien voulu aider pour qu'on puisse avoir des grillages. La mairie de Bargny compte également accompagner les ménages dans l'installation de systèmes d'assainissement pour la récupération des déchets liquides dans les maisons. Il est bon de planter des arbres, mais il est encore meilleur de surveiller le croissant. Je suis Ahmed Sek Bargny, Zik FM. Les femmes élues locales du département de Mbour sont en formation du 9 au 12 septembre dans la commune, une initiative du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance avec l'appui du PNUD. À l'issue de cette formation, ces femmes seront capables de jouer pleinement leur rôle en tant que promotrices d'une meilleure gouvernance et actrices de développement. Wali Faye, coordinateur du programme d'appui à la gouvernance au Sénégal, revient ici sur le contenu de la formation avec Pape Diaye. C'est pour vraiment donner l'information récente sur les évolutions aux femmes élues. Deuxièmement, nous allons beaucoup discuter sur le rôle des élus dans leur communauté, mais également le rôle des autres acteurs dans la communauté. Nous aurons également un 3e volet qui sera consacré principalement à l'élaboration et à la mise en œuvre du budget. L'idée, c'est vraiment d'outiller les femmes pour qu'ils comprennent un peu le rôle et les responsabilités dans ce processus de budgétisation, mais également de mise en œuvre de tout ça. Ensuite, nous allons aborder un 3e volet qui concerne le leadership féminin. L'idée, c'est vraiment de leur donner de l'information, des connaissances nouvelles pour les aider effectivement à mieux comprendre les enjeux, mais également à mieux changer de comportement pour assumer avec plénitude le rôle qui leur est dévolu. Un mot de politique dans ce journal. Dans le cadre de sa tournée d'information et de sensibilisation, l'Association des policiers retraités du Sénégal marque l'étape de Diourbel, rendant compte des acquis suite à une audience avec le président de la République. Ces anciens policiers s'engagent à l'accompagner pour un second mandat. À l'occasion, ils se sont quand même montrés très fâchés avec ces ex-gradés de la police qui tentent un hold-up. Correspondance de l'Aïkaï. L'association des policiers retraités refuse un double commandement, dirait-on.
ceux-là qui ont eu à nous commander quand on était en activité, qui nous faisaient faire du travail et qu'on acceptait, qui nous manifestaient des mépris. On leur dit venez, ils disent que non, on ne vient pas parce que c'est un brigadier chef qui est à la tête. Quand on est sorti d'audience, ils nous appellent à l'école de police pour nous dire venez, on va faire grand tuyau. Ça veut dire quoi? Mais nous avons barricadé les textes, ils peuvent être membres, ils ne peuvent pas nous diriger. Nous ne serons pas dirigés deux fois. Toutefois, elle attache du prix à un mieux-être de ses membres. Qu'on prenne en compte les 7 erreurs de relation dans le calcul des années de service effectuées. On nous applique la pension civile d'ancienneté, qui n'existe pas dans le code de travail sénégalais parce qu'il n'y a que deux sortes de pensions civiles et militaires. J'ai demandé à son excellence de nous l'appliquer. Le 28 mai 2009, le nouvel inscrit naissant nous met en rente. J'ai posé au président où est-ce que nous apportons. Qu'on nous réintègre et on nous prend en compte dans le nouveau statut. À défaut de cela, qu'on nous indemnise des usures corporelles que nous avons subies. Le quatrième point, c'est la révalorisation. Tout corps qui change de statut, tous doivent être révalorisés. Menacé d'expulsion, Serna Keïta rassure les occupants des domaines de la police. La parole du chef d'État est en valeur juridique. Ils peuvent faire de ce qu'ils ont, ce que le président a offert, qu'ils peuvent tout de suite modifier et construire. Par conséquent, elle décide d'accompagner le président de la République pour un second mandat. Abdoulaye Diagne, Diourbel, Zik FM. L'actualité autrement, Zik FM. Actu-Sport. 7h20 dans ce studio, nous l'accueillons pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors, Mbour d'abord, deuxième édition du Beach Vac en Or est en cours en ce moment. Oui, le Beach Vac en Or est un concept destiné aux jeunes Mbourois qui consacrent une semaine de vacances rythmée par des activités sportives, culturelles, de loisirs, mais aussi scientifiques. La deuxième édition en cours depuis le 5 septembre va se prolonger jusqu'au 12 et s'inscrit dans le cadre du programme départemental de vacances 2015 de la jeunesse. Ce programme est initié par le CEDEPS. Voici Idignan, il est le coordonnateur des activités de vacances Beach Vac en Or. Il nous explique le sens de cette activité. Il est avec Pape Dieye. Le constat, c'est que l'image de Mbour a été galvaudée quelque peu et nous voudrions, nous, en tant que jeunes de Mbour, refaire cette image-là à travers des activités qui peut-être permettraient à la jeunesse de passer des vacances agréables, mais aussi des vacances qui leur permettraient de prendre conscience de leur place, de leur position dans le système social, dans le système de développement du pays. Les activités qui ont une ampleur, je peux dire, départementale. Donc il y a des compétitions de beach soccer, de beach mbapat, de beach volleyball. Et il y a aussi des activités scientifiques. Aujourd'hui, on a fait une présentation sur le plan Mbour émergent Horizon 2035. La dernière fois, c'était avec l'expert en développement personnel, M. Cheikh Diantabé, qui nous a fait un brillant exposé sur comment est-ce que les jeunes doivent développer leur mentalité pour mieux bénéficier de leur sport. Nous croyons que c'est notre partition dans l'émergence de notre développement. C'est d'ailleurs le thème de cette journée d'aujourd'hui, la part de la jeunesse dans l'émergence de Mbour. Voilà, donc Mbour en vacances. Nous parlons de basketball avec cette bonne entame des Lions du basket qui retrouvent l'Algérie aujourd'hui. Oui, les Lions se sont littéralement promenés hier face aux Panthères du Gabon. Score 87 à 26, soit 61 points d'écart. Une démonstration qui n'a pas pour autant ému le coach Tafa Gueye qui, malgré l'écart, trouve des choses à corriger au sein de son équipe, une équipe du Sénégal qui joue son deuxième match dès ce soir. Ce sera contre les Fennecs d'Algérie, une autre paire de manches selon toujours Moustapha Gueye, puisque l'Algérie n'est pas le Gabon dans cette discipline. Les Lions devront aussi croiser dans ce groupe la Côte d'Ivoire et surtout l'Angola. Elles ambitionnent de garder la médaille d'or qu'elles avaient décrochée il y a 4 ans à Maputo. Je vous donne les résultats complets enregistrés hier. Congo-Cameroun, c'est le Cameroun qui gagne 98 à 28. Le Mali a dominé largement le Mozambique 70 à 48. L'Algérie a été battue par l'Angola 51 pour l'Algérie, 61 pour l'Angola, 10 points d'écart. Alors la moisson est toujours bonne, en tout cas il y a 2 nouvelles médailles d'or pour le Sénégal dans ces 11e Jeux africains. Oui, après la première médaille d'or de la karatéka Mamfatou Thiaw, 2 autres se sont ajoutées hier. Elles ont été décrochées par la pétanque, en l'occurrence Farah Ndiaye
en individuel sur les tirs de précision et puis en triplette qu'il a formé avec Bouba Diouf et Mayoro Diop, ce qui porte désormais à 3 les médailles d'or tombées sous l'escarcelle du Sénégal. Pour la journée d'aujourd'hui, on suivra également le cyclisme avec 6 Sénégalais qui seront en piste. Alors, bravo aux boulistes. Nous parlons de football, la retraite pour Souleymane Diawara. Oui, une retraite un peu forcée, puisque Souleymane Diawara était libre depuis son départ de Nice. Il cherchait un club pour poursuivre sa carrière, mais sans succès. Du coup, il a décidé d'arrêter sa carrière. Il est actuellement âgé de 36 ans. Il a connu une grande carrière quand même avec 2 titres de champion de France. Il a également connu notamment beaucoup de clubs, Nice, Olympique de Marseille, Bordeaux, Sochaux, Charlton ou encore le Havre. Il a joué avec le Sénégal, bien sûr, des Coupes d'Afrique des Nations. Récemment, il avait quand même quelques difficultés avec la justice française. Il avait même été arrêté. Il mérite donc ce repos. Ce repos donc bien mérité pour Souleymane Diawara. Nous parlons de handball pour terminer. Le Sénégal représentera l'Afrique au Challenge Trophy mondial. Oui, il s'agit des Lioncelles qui ont remporté le Challenge Trophy africain. C'était au mois d'août, vous vous en souvenez, à Addis Abeba en Éthiopie. Le Challenge Trophy mondial se déroulera en Bulgarie. C'est du 21 au 25 octobre prochain. Les Lioncelles connaissent déjà leurs adversaires de groupe. Il s'agit de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Zélande et de l'Ouzbékistan. Ils y seront avec le Cap-Vert qui représente également l'Afrique chez les garçons. Terminons avec cette note au Soudan du Sud, un pays en guerre, vous le savez, qui a décroché sa première victoire samedi en football, bien sûr. C'était face à la Guinée équatoriale, 1-0 dans ses éliminatoires CAN Gabon 2017. Victoire historique qui a fait danser tout le peuple, y compris les différentes factions en guerre. Toute chose qui a fait dire au président de la fédération que à travers le football, nous pouvons arrêter la guerre. Donc ce sport ne connaît ni d'ethnie ni de politique. Donc c'est ça le sport. Ça peut fédérer des gens qui ont des contradictions extraordinaires. Voilà, Biraïm pour la page. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h26. Zik FM, première radio urbaine du Sénégal. Nous en arrivons à la presse de ce jeudi 10 septembre 2015. Pabès Diba, bonjour.